Je pense qu'on pourra reparler après devant ma belle Dorica du travail que j'ai voulu faire, mais je vais vous le présenter rapidement. Peut-être avant d'en parler, vous dire en deux mots ce qu'a été mon parcours et mes chemins croisés avec les archives, puisque donc depuis une vingtaine d'années que je suis photographe. Je ne suis pas historien, je ne suis pas archiviste. Depuis une vingtaine d'années, donc il m'est arrivé de différentes façons, de différentes manières de croiser des archives. Aussi bien de les croiser en tant que photographe, puisqu'il est arrivé que des fonds d'archives fassent l'acquisition de mon travail, mais aussi, moi, en tant que photographe, de me saisir des fois d'archives pour les faire discuter avec le travail que j'ai pu faire. Alors je fais un petit retour en arrière et puis j'arriverai après sur... mais je vais aller très vite, vraiment. Avec... Donc ma première rencontre avec l'archive, en fait, c'est quand j'habitais à Arles. J'y ai fait mes études à l'école de photographie. J'ai d'abord commencé par travailler avec des communautés tziganes, une famille en particulier, une famille de Roms, dont j'ai appris que le grand-père avait été déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai je me suis rendu compte à ce moment-là que toutes les personnes que je voyais n'étaient vivants que parce que le grand-père avait miraculeusement survécu. Et donc je me suis intéressé à cette histoire et j'ai appris notamment que pas très loin de là où j'habitais, en Camargue, entre 42 et 44, avait été construit un camp d'internement pour les populations dites nomades. Et donc je suis allé aux archives départementales des Bouches-du-Rhône et j'ai découvert des documents que je ne connaissais pas, qui sont les fameux carnets anthropométriques, donc que les populations nomades avaient l'obligation de porter sur elles au cours de leur déplacement, pour les présenter en mairie ou en gendarmerie quand elles arrivaient dans une commune. Et quand j'ai découvert ces documents, j'ai proprement été fasciné. Et puis je me suis rendu compte qu'ils étaient peut-être la possibilité de raconter une histoire, en tout cas d'être le point de départ pour raconter cette histoire. Voilà. Et donc moi qui connaissais assez bien des familles, enfin surtout deux groupes dans ce qu'on appelle les populations tziganes, je connaissais deux groupes qui étaient essentiellement les gitans, donc d'origine espagnole, et les roms. Assez rapidement, en étudiant ces documents, j'ai retrouvé des noms de personnes que je connaissais. Voilà, donc j'ai fait l'historien, c'est-à-dire que j'ai constitué des listes. J'ai fait des regroupements familiaux, j'ai essayé de comprendre un peu quelles étaient les familles qui étaient internées là. Voilà, tout à l'heure vous aviez Roger Demetrio. Les Demetrio, ce sont des Roms qui, à l'époque, étaient plutôt installés dans le nord de la France. Là, c'est Jesus Jiménez, qui était un gitan que par la suite j'ai retrouvé dans le sud-ouest de la France. C'est bon. Mais en tout cas, voilà, le travail que j'ai fait à partir de ces photographies d'archives dans les carnets anthropométriques, le travail que j'ai fait, ça a été de retrouver ces personnes. Donc on est à peu près, on était une cinquantaine d'années après que les photographies étaient faites. J'ai fait ce travail à la fin des années 90. Et donc à partir de cette mine d'informations que je pouvais avoir, et surtout à partir de l'émotion, parce que c'est quand même le moteur premier de ces visages conservés dans ces vieux carnets, j'ai retrouvé une quinzaine de personnes. Et donc ça a donné lieu à une exposition qui s'est appelée, enfin qui continue de s'appeler puisqu'elle circule toujours, Un camp pour les bohémiens, dans laquelle il y a à la fois des documents d'archives qui sont donc présentés sous vitrine. Ces documents d'archives, donc ce sont notamment les carnets anthropométriques et toutes les notices individuelles que les gens du voyage avaient, enfin ce qu'on appelait les nomades à l'époque, avaient l'obligation d'avoir. En face, au mur, vous avez des portraits de ces mêmes personnes que j'ai retrouvées 50 ans après, et vous voyez qu'il y a des écouteurs qui permettent d'entendre ces gens que j'avais enregistrés et qui, à leur manière, c'est-à-dire par l'oralité, restituaient cette histoire. Et donc c'était pour moi une vraie question aussi qui était posée à l'histoire, à l'historiographie, comment raconter l'histoire de ceux qui ne l'écrivent pas, de ceux qui ne la racontent pas, essayer de trouver un dispositif où on montre l'archive telle qu'elle se donne à voir, c'est-à-dire sous des vitrines. On montre au mur des portraits de la même personne, mais des portraits acceptés, partagés, faits par un photographe des années après, et on entend des personnes raconter cette histoire. Et il y avait pour moi, entre les archives et les portraits au mur et le témoignage oral, voilà, un vrai récit qui pouvait se créer dans la façon de raconter. D'accord. Alors juste voilà, donc ma passion pour les cartes postales est née en fait dans les années 2000 et elle est née en fait en faisant ce travail qui au départ ne consistait que à faire des photographies de démolition d'immeubles, une série qui s'appelait Implosion.
Et vraiment, je n'avais pas l'intention de faire autre chose que ça. Et en faisant ce travail, en fait, j'ai appris, j'étais vraiment inculte, qu'il y avait des cartes postales, en fait, qu'on faisait dans les années 60 de ces fameuses barres d'immeubles. Et donc, quand j'ai commencé à rechercher ces cartes postales, je me suis rendu compte que je pouvais retrouver en fait les mêmes immeubles que ceux dont j'avais photographié la démolition 50 ans après. Et j'ai trouvé très intéressant le fait qu'en fait on pouvait, par ces représentations photographiques, raconter un cycle urbain et comment finalement l'image, la photographie, à la fois accompagnait cette histoire, mais construisait peut-être l'idée ou la représentation qu'on s'en faisait. Donc vous voyez, dans les années 60, on est vraiment dans une représentation assez utopique. Vous voyez que les pelouses sont très très vertes, les ciels sont parfaitement bleus, alors que nous sommes à Paris, enfin en banlieue parisienne, nous sommes à Meaux là exactement. Et on a comme ça ce petit objet très joli, enfin qui m'a vraiment beaucoup ému de ces barres d'immeubles photographiées dans les années 60. Alors si tu peux juste revenir en arrière du coup, voilà. Et donc c'est cette même barre d'immeuble dont je photographie la démolition des années après. Voilà, on va revenir après. Et donc j'ai commencé comme ça par, c'est bon, voilà, par faire une collection de cartes postales, mais vraiment que sur les grands ensembles. Là c'est la Cité des 4000 à la Courneuve. Et donc je les ai achetées ces cartes postales, hein, c'est-à-dire que il y a un site, à chaque fois j'en parle, c'est le eBay de la carte postale, ça s'appelle Delcamp. Et alors vous allez sur ce site et vous tapez le nom de l'endroit dont vous rêvez d'avoir la carte postale, et alors là vous avez plein de cartes postales de cet endroit qui vous est proposé. Et donc par ce site j'ai réussi comme ça à retrouver un certain nombre de lieux qui étaient ceux que j'avais photographiés. Donc on va retrouver cette même barre de la Cité des 4000 en train d'imploser. Et donc, encore une fois, là, ce qui m'intéressait, c'était le récit qu'il était possible de construire entre une archive photographique, en l'occurrence un fond de carte postale, et le travail que moi je faisais. Et donc, on a, quand je montre ce travail, à la fois des grands tirages noirs et blancs très spectaculaires de ces démolitions de barres d'immeubles, et on a une espèce de monument avec une 60aine de cartes postales agrandies que je présente côte à côte. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le dialogue qu'il peut y avoir entre la carte postale et ces images. Alors on va continuer. Et après, il y avait une chose que je trouvais assez intéressante, c'est que quand je regardais les cartes postales et je regardais les photos de démolition d'immeubles, il n'y avait jamais personne en fait. Alors bien sûr, quand on implose une barre d'immeuble, on dit aux gens de partir avant. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur les cartes postales, il n'y avait personne non plus. Alors que c'est un urbanisme qui est quand même très dense, donc on peut imaginer qu'au pied des immeubles, il y ait des enfants qui jouent, des personnes qui discutent. C'était très peu le cas, mais lorsque quelquefois j'arrivais à trouver des personnes, donc je les ai agrandis, recadrés. Donc ces personnages au pied des immeubles. Alors voilà, photo suivante. Et donc vous voyez les deux dames qui parlent, elles sont au pied de la barre, un peu à droite. Et donc comme ce sont des photographies qui sont prises en noir et blanc et colorisées après, quand on les agrandit, en fait on a la trame de l'image qui apparaît. Et là, on va retrouver, vous voyez, hop, il y avait deux petits garçons en culotte courte aussi qui étaient devant. Les voici. Et donc, j'ai fait une exposition. Et il y a un livre qui s'appelle Le Grand Ensemble. Et le Grand Ensemble, c'est à la fois le nom de l'urbanisme qui est représenté, mais c'est aussi le grand ensemble d'images, le grand ensemble iconographique qui peut discuter et raconter l'histoire de ces quartiers. Il y en a peut-être une après. Voilà. Voilà, et donc je vais en venir à ce qui est l'objet de ma présence ici. J'ai souhaité que Marie-Ève m'accompagne, parce que déjà j'avais très peur de vous parler, j'étais intimidé, et comme elle représente l'institution, je me suis dit que tu me protégerais en cas où les choses tourneraient mal pour moi. Et puis c'est aussi, avant tout, parce que c'est une institution qui m'invite au mois d'octobre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et qui me dit, voilà, nous avons des dizaines, centaines, enfin d'ailleurs vous ne saviez même pas, enfin vous aviez beaucoup d'images, et est-ce que ça vous intéresserait de faire quelque chose à partir de ces images? Donc moi j'ai dit, pourquoi pas, on peut voir, et j'avais un peu une idée en tête, mais c'était une chose que je n'avais jamais faite. Mais du coup, j'ai saisi l'opportunité de cette exposition pour travailler là-dessus. J'avais envie de faire un jeu d'enfant, en fait, de proposer un espèce de puzzle possible, d'assemblage possible, en mettant bout à bout donc des cartes postales, des images qui pourraient à la fin produire une espèce de carte imaginaire. Donc là, vous l'avez peut-être vu hein, dans le hall d'entrée.
quand j'ai commencé ce travail, j'avais... mais peut-être que tu peux dire quelque chose sur... pourquoi vous m'avez invité en fait? Oui. Oui, donc en fait les Archives nationales voulaient participer au mois de la photographie et dans ce cadre-là, donc la mission photographie a été sollicitée, donc Sandrine Bula et moi-même, pour proposer un projet et nous avions le projet d'exposer l'API, le fonds l'API, qui est le fonds d'une entreprise de vue aérienne, production et commercialisation de vues aériennes des années 50-60, dont le fonds a été acheté en 72, grâce à Monsieur Quétin. Non. Ah. D'accord. Donc un fonds constitué d'à peu près 300 000 phototypes, donc à la fois négatifs, tirages, enfin on vous en a parlé tout à l'heure, et cartes postales, voilà, cartes postales coloriées, noir et blanc. On souhaitait donc montrer ce fonds de manière un peu originale. C'est un fonds complexe, puisque en général les cartes postales sont montrées soit géographiquement, soit topographiquement, soit thématiquement. Donc, et ce qui restreint d'une certaine manière un peu l'aspect objet vernaculaire, image populaire. On voulait vraiment qu'il y ait une proposition, une réinterprétation de ces ensembles et une appropriation d'une certaine manière aussi, puisque c'est un objet dont on s'approprie les critères, les caractéristiques. Dans ce contexte-là, nous avons souhaité faire appel à Mathieu Pernaut et donc nous remercions beaucoup d'avoir accepté donc de travailler sur ce fonds et sur cette exposition en avion au-dessus d'eux. En avion au-dessus d'eux, le titre de l'exposition d'ailleurs, provient d'une série de cartes postales commercialisées par l'entreprise l'API. Voilà. Et voilà. Et donc, quand tu es venu me voir au mois d'octobre, alors moi, il y avait une chose que je voulais éviter de faire, c'était de refaire ce que j'avais fait avec le grand ensemble. Il y a toujours un peu un risque quand on est identifié pour un travail de reproduire la même chose. J'en avais pas trop envie et voilà. Et j'ai eu cette idée-là, mais alors vraiment sans savoir si ça marcherait ou pas. Et d'ailleurs, quand je te l'ai proposé, j'aurais dû essayer la veille, mais j'ai essayé le soir même. En fait, ça ne marchait pas chez moi avec mes cartes postales. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est une belle idée, mais c'est une fausse bonne idée. Mais bon, voilà. J'ai quand même commencé à travailler. Il y a eu, avant ça a été déterminant, une jeune étudiante en histoire de l'art. Alors, je m'étais fait une liste de remerciements, c'est tellement important, et j'ai oublié ma liste dans mon sac. Donc, alors, Mathilde Guérin. Voilà, Mathilde Guérin, qui pendant 2 mois, a travaillé à raison de 3 jours par semaine dans les magasins d'archives. Je lui avais communiqué des noms, des thématiques, en fait, d'images à chercher. Littoral, montagne, rond-point, pont, fleuve, etc., etc. Et donc, elle a sorti de ces recherches à peu près 800 images. C'est assez ingrat comme recherche parce qu'en fait, quand vous sortez des boîtes, assez souvent, vous n'avez pas de carte postale. En fait, c'est curieux, mais vous avez beaucoup plus de tirages et de négatifs que de cartes postales. Oui, ça vient du caractère commercial du fonds qui a été exploité jusqu'à la fin et exploité pas uniquement d'ailleurs pour faire des cartes postales. C'était de la documentation générale, pédagogique, comme le fonds CIM d'ailleurs, de Combier. C'était des fonds d'illustration. Voilà. Donc autant pour les manuels scolaires, les ouvrages de vulgarisation ou les affiches même du tourisme. Donc c'est pour cette raison, toutes les photographies n'ont pas été tirées en carte postale. Donc, voilà, et donc ça a été vraiment la condition nécessaire pour que la chose se fasse. L'autre chose après, c'est que j'avais demandé la possibilité d'avoir un grand espace pour me poser par terre et que l'espace corresponde à peu près à la surface d'accrochage que j'avais. Et donc, à partir de cette boîte, j'ai fait mon puzzle tout seul. J'ai essayé des choses. Alors peut-être qu'on peut aller sur l'image suivante.
Donc j'ai commencé, le plus facile c'est les montagnes, c'est assez facile d'assembler des montagnes les unes à côté des autres. Alors je n'ai jamais regardé la légende, c'est-à-dire je ne savais jamais où j'étais en fait, c'est-à-dire je ne savais pas si j'étais dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges ou ailleurs, je regardais juste si ça collait. Et donc j'ai commencé, alors là on descend en fait, hein, vous voyez que il y a je ne sais pas où on est, mais enfin il y a une montagne, on est dans plusieurs endroits différents en fait, hein, qui n'ont bien souvent aucun rapport les uns avec les autres, et en fait quand je commence plutôt horizontalement par la montagne, et puis là je vois que de cette montagne il y a un petit chemin qui descend, et en regardant d'autres cartes postales, à un moment je vois d'autres petits chemins qui ressemblent à celui-là, et puis je vois des routes, et donc voilà, c'est comme ça que l'histoire se construit petit à petit, et donc le petit chemin de montagne devient une route qui croise un village, qui repart dans une autre direction. Et c'est vraiment, et ça c'est pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était important, c'est-à-dire que ça ne pouvait marcher qu'en se laissant porter par les images. C'est-à-dire que c'était pas moi qui, enfin j'avais une idée au départ, mais c'est-à-dire que je ne pouvais rien faire d'autre que de faire avec la matière que j'avais et vraiment devenir d'une certaine façon ce fond. J'ai appelé mon intervention "Appelez-moi Dorica". Dorica Castra, c'est le nom que j'ai donné à cet ensemble. C'est le Dorica, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais je l'ai appris. Quand tu m'as appris l'existence de ce mot, ça m'a fait rêver, donc j'ai décidé d'appeler cette pièce comme ça. C'est un principe d'association syllabique. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, voilà. Et ben, je me suis dit, je vais faire un Dorica Castra appliqué à la photographie, avec les montagnes, qui deviennent des lacs, qui deviennent le littoral, qui deviennent un fleuve, etc., etc. Mais donc il y avait vraiment l'idée, moi, de pas trop reproduire ce qui était ma logique de photographe. Il y a des endroits qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas, d'être le plus large possible, et donc de suivre simplement le cours du paysage dans les images et de reconstituer comme ça, à partir d'un ruisseau, un fleuve qui passe sous un pont, qui continue dans une autre image, qui devient un lac, etc., etc. Alors voilà, là on a un exemple. Alors il y a des nœuds après, hein, quand on fait une carte, il y avait un nœud qui n'était pas facile, ou un virage, je sais pas comment le dire, à négocier, qui était le passage entre la montagne et le littoral en fait. Et alors, heureusement, en montagne il y a des lacs des fois. Donc vous voyez sur l'image qui est la plus à gauche, le lac me permet de faire ce littoral qui va descendre. Donc là ça n'est que des fragments, hein, que je vous montre. Et vous voyez que donc il y a un fleuve qui descend de la montagne. Donc ce fleuve continue sur les cartes postales, desquelles vont partir une route, il va se croiser, voilà, etc., etc. Alors, j'ai pas montré. Alors, c'est dans mon sac, je l'ai pas pris, mais on va publier on va faire une publication. Peut-être, éventuellement. C'est dans mon ordi, je pense. Et donc, on va publier un livre. Et en fait, ce livre, ça sera un livre de cartes, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait des reproductions de la carte, et donc ce livre qui sera comme une pochette, on pourra sortir des cartes que l'on déplie et on pourra reconstituer. Voilà. Et je parle de ça parce que on a tous un rapport affectif aux cartes postales, c'est-à-dire qu'on cherche tous des cartes postales de lieux que l'on connaît, où on passe en vacances. Alors, vous verrez par exemple, il y a le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, c'est pour Marie-Ève qu'on l'a mis, parce qu'elle est normande et c'est très important qu'il y ait le Mont Saint-Michel qui apparaisse. Et donc vous voyez que sur le littoral descend. Du littoral, il y a une voie ferrée qui part. Au bord du littoral, il y a des petits bateaux sur l'eau. À côté des petits bateaux sur l'eau, il y a des grands cargos qui transportent des marchandises industrielles. Alors peut-être qu'on peut aller... voilà. Et pas très loin des ports industriels, on trouve les sites industriels avec ces images. Alors là, vous voyez que je me suis autorisé en fait un principe de présentation différent, puisque je suis plus sur le mode de la typologie, c'est-à-dire que c'est pas des images qui, mises bout à bout, finissent par recréer un paysage, mais c'est simplement une espèce de collection qui est présentée. Voilà. Et alors, le seul moment où je me suis autorisé à ne pas disposer les cartes orthogonalement et à mettre des cartes, enfin plusieurs fois la même carte, c'est quand on est dans les grands ensembles, dans les villes nouvelles. Ça m'a beaucoup amusé en fait de faire des très grandes barres d'immeubles à partir d'une barre d'immeuble et de faire tourner une carte sur elle-même qui occupe donc la partie centrale de ce fameux Dorica Castra et qui symboliquement constitue aussi un peu comme le diaphragme d'un appareil photo. Alors je vais terminer en vous lisant en fait, puisque j'ai décidé d'en faire un jeu, un vrai jeu, nous allons voir... Et donc dans le livre qui est fait, il n'y a pas de texte, le seul texte qui est présent en fait c'est le mode d'emploi de ce jeu, et donc
on pourra déplier les cartes qui sont à l'intérieur. Je vous lis ce texte. Présentation, donc c'est vraiment un mode d'emploi. Hein. En littérature, l'expression Dorica castra provient d'un vers de Virgile, provenant de l'Héniade au chant 2, et signifie lec en grec. Elle est aussi une forme particulière de l'anadiplose, qui se caractérise par un principe d'association, on peut aller sur la suivante, de syllabes dans la littérature infantile. Le dernier mot devient la dernière d'un mot devient la première du mot suivant. Appliqué au domaine de la photographie, le Dorica castra consisterait en la réalisation de rimes visuelles par le montage d'images se prolongeant visuellement. L'ensemble présenté dans cet ouvrage a été réalisé à partir d'un fond de carte postale de l'entreprise Lapi, constitué de vues aériennes, etc., etc. Règle du jeu. Le Dorica castra peut s'apparenter à un puzzle dont il faudrait pouvoir assembler le plus grand nombre d'images possibles dans le but de réaliser une carte imaginaire. Chaque image doit établir au moins un lien visuel fort avec celle se situant à côté. Ce lien peut être la continuité d'une chaîne de montagnes, du littoral, d'une rivière, d'une route ou de tout autre élément iconographique se prolongeant dans la carte postale voisine. À l'exception des images montrant les grands ensembles, il est interdit de mettre 2 cartes postales identiques dans le jeu et de les disposer autrement qu'orthogonalement. Les sites industriels pourront être montrés sous forme de typologie et les images noires et blancs peuvent voisiner avec les couleurs. Il est autorisé de laisser des vides entre plusieurs séries qui ne seraient pas reliées visuellement. Exceptionnellement, certaines photographies pourront être présentées seules et isolées du reste, notamment les images d'îles se trouvant en dehors de la carte. But du jeu. Il est permis de se laisser influencer par son attachement personnel à certains sites. La carte devra néanmoins constituer une représentation de la France sans parti pris idéologique. Elle devra montrer des paysages naturels et urbains, des villes anciennes comme nouvelles, des villages, des sites industriels, des infrastructures, d'équipements et des lieux de loisirs. Elle devra également, peut-être qu'on peut aller sur la suivante. Elle devra également révéler quelques éléments remarquables du pays, monuments historiques, centrales atomiques, sommets culminants et lieux symboliques. Les séries devront être associées les unes aux autres pour des raisons sociologiques, anthropologiques, économiques ou métaphoriques. Dans tous les cas, l'auteur du Dorica castra devra justifier de ses choix devant les autres joueurs. Ces derniers pourront exprimer leur désaccord ou mécontentement, même s'ils n'auront d'autre choix que d'accepter les arguments fournis par l'auteur. Donc, de toute façon, il n'y a que moi qui peux jouer, et je suis sûr de gagner. Voilà, donc je pourrais peut-être que si on repart juste pour finir sur deux images en arrière. Pour moi, il y a vraiment un jeu d'association. Vous voyez par exemple que, alors si vous regardez, vous verrez qu'à côté des cargos, il y a des sites industriels. Pas loin des sites industriels, il y a des villes nouvelles qui surplombent les campings, puisque les gens, c'est bien connu, des villes nouvelles allaient au camping l'été. Et des fois, pas très loin des villes nouvelles, il y a aussi des châteaux et des jardins à la française. Et quand vous regardez bien un jardin à la française, vous verrez que des fois, ça ressemble à un rond-point, la forme du jardin à la française. Et donc, vous voyez qu'au-dessus du jardin, il y a un rond-point qui mène à un autre rond-point, qui mène à un autre rond-point, qui mène à un cimetière. Quelquefois, ça se finit comme ça, sur le bord de route. Donc voilà, ce projet, c'était ça. C'est un espèce de jeu d'image, de jeu d'assemblage, mais qui, pour moi, constitue quand même un véritable outil documentaire, puisque toutes les cartes postales ont été légendées. Et c'est d'une certaine façon un portrait de la France des années 60, 50, 60. Et peut-être juste pour finir ce qu'il y a à Paris. Ouais, ça après, voilà. Et donc, alors on a fait autre chose. Alors j'ai appelé ça le Stracca Carido. C'est le principe inversé du Dorica castra, c'est-à-dire qu'on prend une carte postale, on la découpe, on l'agrandit et on l'installe dans un espace. Donc là, on est sur le site de l'hôtel de Soubise, et donc j'ai souhaité en fait partir d'une carte postale du littoral, de bord de mer. Il y a une chose qui est assez drôle en fait, c'est que des fois l'avion Lapi volait assez bas, et donc tous les gens faisaient coucou en fait sur la plage. Et donc pour une fois, quand vous arrivez sur un site touristique à Paris, vous êtes bien accueillis, tout le monde vous fait coucou, on est content de vous voir si vous êtes un touriste, et c'est un peu Paris-Plage avant l'heure en fait. Donc voilà, il y a deux installations, il y en a d'autres après je crois. Il y a deux installations qui fonctionnent un peu en miroir, mais qui étaient une façon de revisiter ce site de carte postale. Il y a une chose qui est très importante, voilà, heureusement que j'ai mes feuilles, je suis content, parce que ça a été un vrai travail collectif.
Déjà, Marie-Ève, je te remercie puisque tu as été bienveillante, encourageante, tu m'as protégée de plein de choses que j'ai peut-être ignorées, mais en tout cas, j'ai vraiment pu m'amuser tranquillement. Je remercie la directrice, bien sûr, Sandrine, qui était aussi à l'initiative de ce projet. Donc Mathilde Guérin, qui était l'étudiante qui est allée dans les magasins chercher les images. Les restaurateurs qui ont fait un travail incroyable, parce que quand vous voyez l'assemblage... je ne saurais même pas vous expliquer comment ils l'ont fait, ils m'ont expliqué 4 fois, mais je n'ai toujours pas compris. Bertrand Saint-Marthe et Stéphane Garion. Anne Rousseau aussi, qui m'a accompagné tout au long du travail, ainsi que Marjorie Renaud, qui a fait le graphisme et le reste. Voilà, en tout cas, ça a été pour moi un vrai plaisir et un jeu du début jusqu'à la fin. Et voilà, j'étais très heureux de pouvoir faire ce travail. Merci.